Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi soir, la seule qui parle uniquement de rugby, pour revenir sur le week-end, le top 14 notamment, avec des scénarios complètement fous. Tiens, celui de Montpellier par exemple, qui a renversé le Stade Français. Le coach héroltais Johan Codulo sera avec nous à partir de 20h15, 20h30. Le grand témoin ce soir, Abdel Benazi, il a marqué l'histoire du 15 de France. Il est désormais le président du comité destination. Il sera notre invité bien sûr pour nous expliquer son nouveau rôle. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer, pour aider aussi Johan et Philippe, Johan Huget et Philippe Spanghero. Voilà, c'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonjour à tous, salut Johan. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Ouais, on est très heureux Quentin. Bon, tout va bien, Johan, en forme? En pleine forme, avec un très bon week-end, des beaux matchs, du suspense. C'est sûr. Jusqu'à dimanche soir, c'était beau, c'était excellent. On s'est tous régalés, je pense. Ah bah ouais, d'ailleurs, on va faire un petit peu le point sur les news du jour et on va y revenir sur cette belle victoire du Racing face à l'UBB, Quentin. Avec hier, le Racing qui a battu l'UBB 28-26. Toulouse a désormais 5 points d'avance sur l'UBB et 7 sur Toulon en tête de du top 14. Bayonne, Castres et Clermont complètent le top 6. Le match fou du week-end, c'est MHR Stade Français avec les héroltais qui ont complètement renversé la rencontre alors qu'ils étaient menés de près de 20 points à la pause. Ils se sont finalement imposés. En bas du classement, peu de changements. Le Stade Français est 12e avec 36 points, l'USAP 13e avec 32 et Vannes dernier avec 30 points. Les internationaux anglais du Saracens ne seront pas là ce week-end à Toulon. Après la victoire face à Leicester en championnat d'Angleterre dimanche, Mark McCall, l'entraîneur du club londonien, a annoncé l'intention de se déplacer à Toulon sans les internationaux anglais pour le 8e de finale de Champions Cup. Ce sera samedi. Hier, les Bleus du 7 n'ont rien pu faire face à la force argentine et ont fini par s'incliner 12-7 en finale du tournoi de Hong Kong. Les filles, elles, ont terminé 4e de leur tournoi. Le 6 Nations féminin avec les filles qui ont battu l'Écosse 38-15 samedi. Le prochain match, ce sera le 12 avril face au Pays de Galles. Ce sera à Brive-la-Gaillarde. Dans un courrier adressé ce lundi à Pierre-Yves Revol, dirigeant du Castres Olympique, le président de la Ligue nationale de rugby, Yann Roubert, annonce que la LNR va se pencher en avril sur les infractions au salary cap pour mieux les encadrer après les dérives notamment du Stade Toulousain lors du transfert de Melvin Jaminet. Et enfin, selon une information du Times, la Fédération asiatique de rugby, Asia Rugby, envisage de déposer une candidature commune du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour organiser une Coupe du Monde de rugby à l'horizon de 2035. Eh ben voilà, ça fait partie des destinations qui seront donc à étudier, mais bon, on peut penser qu'ils l'auront, hein, la Coupe du Monde en 2035. Ils ont des arguments en tout cas pour cela. Étonnant quand même, aucune info sur le qui je suis. La belle victoire de Philippe Spanghero samedi. Voilà, enfin en tout cas, voilà. Mais c'était l'une. Mon lobbying auprès de Quentin n'a pas fonctionné. Voilà, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce week-end que Philippe Spanghero a brillamment gagné notre jeu de culture générale au rugby pour la première fois de l'histoire. Oui. Il y a une enquête interne. Oui, tout à fait. À 2h aussi qui est arrivé. Voilà. Justement, tiens, là, ce courrier entre Yann Roubert et Pierre-Yves Revol, on a l'impression un peu que Philippe, l'affaire Jaminet vire un peu un règlement de compte anti-toulousain sur ce salary cap. Alors honnêtement, le calendrier peut le laisser penser. Après, j'ai vraiment la faiblesse de penser que Yann Roubert est pas du tout anti-toulousain. Je crois d'abord que les relations qu'il a toujours entretenues avec Didier Lacroix sont plutôt bonnes. Mais je pense qu'en fait, c'est le Stade Toulousain qui peut pâtir de cette volonté politique générale, parce que Yann Roubert s'est jamais caché, hein, même quand il était au comité directeur, de son souhait d'avoir des sanctions très différentes par rapport à ce type de pratique. Donc malheureusement, je crois qu'il faut pas tout mélanger. Je pense pas qu'il y ait une volonté de Yann Roubert de se payer le Stade Toulousain. Non, mais en l'occurrence, c'est clair que ça peut être le premier exemple marquant qui viendrait valider sa politique. Alors ça tombe mal. Ça tombe mal, Philippe, je suis pas sûr. Aujourd'hui, ça arrange tout le monde. Les Toulousains dominent le championnat, dominent l'Europe. Comment les contrer, voilà, peut-être comme ça, ils se disent, aujourd'hui, les problèmes de salary cap, ils sont pas d'aujourd'hui. Sans citer des clubs, d'autres clubs,
français. Je pense que par rapport à cela, ils sont pas justes à ce moment précis, parce que les sanctions auraient pu tomber bien plus tôt. On le sait, tout le monde le sait dans le rugby. Et là, vu que c'est une figure du top 14, ils veulent faire l'exemple. Et je trouve ça un peu dommage. Non, mais j'essaie d'être objectif. Alors, ça tombe mal. Là, tu fais le politicien, Philippe, et j'aime pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Depuis que t'es à la fédération, tu fais le politicien. À l'époque, t'aurais clairement dit oui, t'aurais pris ta position. Là, tu fais de la politique. Je te dis juste que ça rejoint le problème de calendrier. Pourquoi avant les sanctions n'étaient pas les mêmes? Parce que la politique des dirigeants de la Ligue n'était pas la même. Yann Roubert, avant que le Stade Toulousain soit impliqué dans cette affaire-là, a dit X fois qu'il voulait revoir le système de sanctions. Et c'était bien avant le système de sanctions, le système de salary cap. Tout le monde veut revoir le système de salary cap. Non, mais de toute façon, c'est clair que la volonté globale de revoir le salary cap, elle est pour essayer de reniveler l'équité sportive, parce que tout le monde, en effet, est emmerdé avec la suprématie du Stade Toulousain. Et donc, il y a ceux qui peuvent être taxés d'être anti-toulousains, et puis il y a ceux qui disent il faut juste qu'on préserve la marque du top 14, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui s'est passé dans le foot français pendant des années, où tu savais à mi-parcours que le PSG allait être champion, eh ben ils ont tué le produit. Et donc en fait, il y a des gens qui disent c'est pas contre Toulouse, mais aujourd'hui, le fait qu'ils aient pris autant d'avance par leurs compétences, puisque c'est la qualité de la formation qui fait que ils ont 60 mecs à utiliser par an et que du coup ils peuvent gérer les saisons beaucoup mieux qu'avant. Donc il y a rien à dire. Toulouse a été dans la règle depuis le début, jusqu'à être pris par l'affaire Jaminet, et ils ont fait ni plus ni moins que bien utiliser ce qu'on leur a proposé, qui était le crédit salary cap. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens se disent, ok, mais là ils ont tellement pris d'avance qu'avec le crédit salary cap, qui au début était plutôt une bonne idée et plutôt bien géré, ben ça redonne encore un peu plus d'avance à Toulouse. Forcément que les gens se disent ça. Le crédit salary cap, ça veut dire un bonus pour chaque international qui est retenu en équipe de France c'est à peu près, et qui manque au club pendant Ouais, il faut gérer les doublons derrière, donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue quand l'UBB l'année dernière se retrouve avec 6 ou 7 internationaux et qui passe complètement à côté des doublons, et que derrière ils cravachent pour se qualifier, ils cravachent pour les barrages et les demi-finales, ils arrivent fatigués. Mais c'est une forme de gestion, Philippe. C'est pas une forme de crédit salary cap. C'est parce que non, mais c'est de la gestion, mais c'est surtout que si tu veux et de la formation à 60 mecs en profondeur de banc. Et personne là. Et donc ça, mais encore une fois, c'est un travail de très longue haleine, de qualité de formation. Et je crois que personne ne reproche ça au Stade Toulousain. Vraiment, j'essaie d'être objectif, parce que tu sais quand même les relations que j'ai avec Toulouse. Mais vraiment, je pense que sincèrement, je crois que Yann Roubert est un mec vraiment intègre et vraiment qui, de son histoire dans le rugby, a pas de problème avec Toulouse. Ouais. Mais en effet, je répète que ça tombe mal dans le calendrier, parce qu'il l'a dit bien avant. Il veut changer. Je suis tellement déçu de toi, Philippe. Et que tu pourras pas retourner à Toulouse. Non, mais là, d'abord, Yann Roubert, c'est pas la personne de Yann Roubert, puisque Yann Roubert, il répond à une lettre de Pierre-Yves Revol. Donc déjà, c'était ça on met pas en accusation Yann Roubert. On dit que le point d'accroche, le comité de la Ligue souhaite depuis le début une baisse du salary cap, justement pour contrer Toulouse, mais encore une fois, au lieu de donner des moyens aux autres, on essaie de restreindre ce qui fonctionne. C'est ça qui me dérange. Aujourd'hui, la formation toulousaine fonctionne. Leur niveau fonctionne très bien avec des doublons, parce qu'ils utilisent des jeunes, il faut pas l'oublier. Ils vont pas chercher des étrangers, avec la loi DGIF également. Mais ils ont trouvé cet écosystème, et pour moi, il est super. Donc, donnons les moyens aux autres clubs de pouvoir attraper le Stade Toulousain, plutôt que de les pénaliser et de les restreindre et de verrouiller un peu tout ça. Non, parce que de toute façon, aujourd'hui, le club qui marche et qui fait plaisir à regarder, c'est Toulouse. Il faut pas se tromper, les gars. Oui, non, mais c'est la vitrine de la Ligue. Non, mais une chose est sûre, c'est que globalement le rugby français le sait. Quand Canal diffuse Toulouse, c'est les plus grosses audiences. Quand Toulouse se déplace partout en France, tous les clubs font leurs meilleures recettes. C'est à une époque ce que disait Mourad Boudjelal quand il avait son équipe de Galactique et triple championne d'Europe, où il disait mais en fait on crée l'économie du rugby français. Mais c'est un vrai sujet. Mais après tout ça c'est philosophique. Moi je suis d'accord avec toi. Il faut niveler par le haut
plutôt que par le bas, parce que sinon ça va desservir tout le monde. Donc je suis d'accord avec toi sur la vision, plutôt que d'essayer de contraindre Toulouse, essayons de trouver les carottes pour les autres pour aller plus loin dans la formation, etc. Mais en face de ça, il y a une vraie philosophie, et je crois que le rugby a toujours bien fait de la garder. Il y a une forme d'équité dans les reversions, etc., qui n'a pas su garder le foot, qui fait malgré tout qu'on est préservé dans les grandes décisions parce que tout le monde est aligné. Ouais. Après, ce qu'on peut juste pour conclure dire, c'est que ce que tu veux aussi exprimer, Johan, c'est que le salary cap et les entorses au salary cap, on va dire, ça date pas de l'affaire Jaminet. Il y en a eu bien avant, et on a entendu parler de ça depuis de longues années. Non, mais il y en a eu des plus graves. Le premier, c'est Montpellier, puisque les montants ont fuité. C'était 3 millions d'euros à l'époque, parce que c'était quand même allé loin sur le contournement du salary cap. Mais moi, j'ai toujours dit que la médiation n'est pas une bonne idée. Parce que la médiation, elle enlève toute la transparence. Et après, on peut raconter n'importe quoi. Les gens qui ont signé la médiation, ils peuvent plus s'exprimer médiatiquement. Donc, Toulouse est pieds et poings liés parce que la presse peut raconter ce qu'elle veut. Ils pourront pas demain dire que c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Et donc, ça amène sur ce sujet-là une espèce de suspicion permanente qui est pas bonne. Parce que en plus, la médiation, c'est l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Parce que ceux qui ont le plus d'argent, ils peuvent se dire, ben allez, tous les ans, je m'en fous, je vais en médiation, j'intègre dans mon budget 3 millions d'euros en médiation pour contournement du salary cap et on n'en parle plus. C'est une aberration. Ouais, mais enfin 3 millions d'euros, il faut les sortir. C'est la première fois que Toulouse a affaire à ce genre de sujet aussi. Amende d'1,3 million, on le rappelle. Messieurs, bon, c'était intéressant. Mais en tout cas, on est bien rentré dans cette émission des vraies voix du rugby. On va se retrouver dans un instant parce que on va avoir le coach de Montpellier avec nous, Johan Codulot. Très heureux de l'avoir. C'est l'un des faits marquants du week-end, le renversement de situation des Montpelliérains. C'était face au Stade Français lors de la 20e journée. Restez bien avec nous. À tout de suite. Les vraies voix du rugby avec Johan Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio qui est là, bien sûr. Vous, au 0826 300 300 et nos invités. Ce soir, on est très heureux d'accueillir Johan Codulot, entraîneur en chef de Montpellier. Montpellier, l'une des héros de ce week-end. Victoire absolument renversante face au Stade Français. À la 46e minute, les Parisiens menaient sur la pelouse des Montpelliérains 29-3. Ils ont ensuite été rejoints pour s'incliner, les Parisiens, 38-32. Quel retour! Bonsoir Johan. Je suis avec Johan, du coup c'est pour ça que je trébuche. C'est ma faute. Ouais, voilà. Mais en tout cas, j'imagine que sur le banc de touche, ça a dû être en termes de fréquence cardiaque. Je sais pas si tu avais un truc pour mesurer, Johan, mais ça a dû être assez palpitant. Oui, non, j'ai pris 10 ans de plus. Et chaque week-end, c'est comme ça. On a vécu le même scénario à Pau la semaine avant et ça s'est malheureusement inversé contre nous. Mais oui, ce top 14 est très difficile et c'est vrai que chaque match sont disputés et se retrouver dans cette situation-là, c'est quand même assez difficile. Ouais. Bon, 22-3 à la mi-temps, 3 essais encaissés, une équipe de Paris qui était plutôt libérée et les Montpelliérains on avait l'impression que vous étiez restés un peu au vestiaire. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps pour que ça change un petit peu? On avait vu que le banc c'était du costaud, mais quand même il a fallu, j'imagine, mettre un petit peu les mots aussi pour les bouger. Oui, donc c'est sûr. Après, on avait l'intention avec Lenny Mouchi, Sam Simons, d'apporter un peu plus de vitesse sur la seconde mi-temps. Malheureusement, le job n'a pas été fait en première mi-temps, donc on a coaché assez tôt et je leur ai dit simplement que il fallait se regarder en face d'une glace tout simplement et essayer de faire mieux. Et en tout cas, on pouvait faire que mieux et de renverser la vapeur pour faire un truc grand. Et ils l'ont fait, donc félicitations à eux parce que on n'avait pas beaucoup de solutions à la mi-temps et c'était vraiment très difficile de leur parler et de leur dire qu'il fallait changer parce que c'était, je trouve, assez simple de basculer de l'autre côté. Il fallait justement tenir le ballon, faire un jeu un peu plus direct et pas jouer à l'envers comme on l'a fait en première mi-temps. Johan, pour Johan. Ouais, Johan Huget avec Johan Codulot. Félicitations parce que nous, mon côté, je pense pas avoir connu une telle remontada. Mais déjà, c'était plaisant à voir. Pas la première mi-temps, je pense, pour toi, mais pour nous, c'était plaisant de voir ce suspense jusqu'au bout. Mais sans forcément parler de mots au vestiaire, parce que ça appartient aux joueurs et à l'entraîneur. Mais quand vous prenez l'essai dès la deuxième mi-temps,
tu dois te dire que ton discours est pas passé du coup, parce que vous prenez cet essai dès la deuxième mi-temps, et là je me dis vous allez vous écrouler, et je sais pas, vous retrouvez cette ressource là pour inverser ce match. Je savais qu'on allait inverser, on va dire réduire le score. Je savais pas qu'on allait gagner ce match, mais c'est vrai que cet essai en début de deuxième mi-temps nous tue un peu en se disant que ça allait être très très compliqué. Mais j'ai eu la sensation en première mi-temps qu'on arrivait quand même à dominer physiquement nos contacts, mais qu'on jouait à l'envers, on se dépasse devant la défense qui, avec ce vent, était quand même assez compliqué. Et on a un petit peu surjoué, on était vent contre. On savait qu'avec le vent, on allait justement, donc stratégiquement sur le début du match, je me trompe en demandant à mon capitaine de démarrer contre le vent, parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de subir et être en quelque sorte dominé. Et c'est vrai que cet essai, comme tu le dis, en début de deuxième mi-temps, aurait pu nous tuer, et ils ont réagi. C'est encore plus beau de leur part. Alors je dis eux parce qu'aujourd'hui on a créé un scénario qu'on a mis en place et on l'a fait. Donc c'est ce qu'on a dit aujourd'hui à la retour vidéo, c'est que pour nous on peut pas se permettre de faire ça. Alors avec tout le respect que j'ai pour le Stade Français, mais demain c'est le Stade Toulousain, on prend 80. Donc c'est quelque chose pour moi qui faudra pas reproduire, parce que ça risque d'être compliqué. Là aujourd'hui, au vu de votre classement, on peut dire que vous allez clairement viser la 6e place. On est à 11 points de la 13e place. Je vois beaucoup la 13e place parce que on fait le yo, on perd un match dans ce championnat-là et on se rapproche de la 13e place. Donc, mais vous êtes à un point de la 6e. Voilà. On est plus proche de la 6e que de la 13e. Donc voilà. Après, les joueurs ont envie de voir plus haut. Moi, je regarde ce qui se passe aussi en bas, et on a un match dans 3 semaines à Lyon qui va être important pour se rapprocher de cette 6e place. Bien sûr, après on est ambitieux, on a envie de retrouver ces 6 premières places. La dernière fois qu'on y est allé, c'était en 2021-2022 où on a été champion de France. Donc ça date. Donc voilà, il faut pas non plus se tromper d'objectif. Notre objectif début de saison, c'était d'être dans le top 8, de revenir dans le top 8, de jouer la saison prochaine la Champions Cup. Donc aujourd'hui, on n'est pas loin, on y est. Donc voilà, après, bien sûr, la 6e place nous intéresse, mais on est à 1 point, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont aussi à 1 point, 2 points. On a La Rochelle qui est derrière, qui va se réveiller à un moment donné. Ouais, mais votre tableau est plus favorable, j'ai l'impression. Oui, notre tableau est plus favorable, mais voilà, aujourd'hui, on a bien sûr une ambition. Si on me donne la 6e place et tu me la donnes, je la prends sans problème. Si Philippe il doit miser son château, je pense qu'il va le miser sur Montpellier. J'espère. Voilà. Alors Philippe avec Johan Codulot. C'est juste pas ce que je fais à Philippe. Ouais, magnifique. Magnifique, mais il m'a piqué ma question. Il m'a piqué une de mes questions, oui, parce que bonsoir Johan, d'abord félicitations, parce que c'est vrai que des remontées comme ça, on en a quand même très rarement en top 14. Et donc je voulais demander aussi justement si le discours, au moins en interne, il évoluait un peu, puisque c'était naturel en début de saison, après le sauvetage de la saison dernière, de parler que de maintien pour rester concentré, y aller par étapes. Mais là, j'imagine quand même que l'appétit vient en mangeant, mais peut-être que ça restera du discours interne. Mais surtout, au-delà de ça, est-ce que tu sens que ce caractère collectif-là, c'est un moment fondateur de la saison? Est-ce qu'il y a des signaux après le match ou pendant aussi, mais qui te font dire que voilà, là-dessus tu construis vraiment sur la confiance collective et que c'est peut-être un match référence dans la vie du groupe? Moi, je trouve que ce que je leur dis depuis le début de la saison, c'est qu'on manque terriblement de vécu collectif. Alors, on manque pas d'expérience, parce qu'on en a beaucoup, mais on manque de vécu collectif. On a essayé de trouver depuis le début de la saison nos leaders, parce que ça a été un manque la saison dernière avec cette 13e place. On l'a vu à Pau, et on l'a vu samedi contre le Stade Français, qu'on a été capable de revenir, parce que à Pau, il faut se rappeler qu'on était à moins 13, donc j'ai la sensation qu'on a une équipe avec du caractère, que les joueurs sont capables de rien lâcher. Après, bien entendu, pour avoir 29-3 après la mi-temps, c'est qu'on se l'est créé aussi, donc c'est un petit peu. Je trouve que on est des fois sur des débuts de match un petit peu serein, alors que je pense qu'il faut qu'on ait peur de l'adversaire pour justement faire des gros matchs. On l'a vu à Clermont avec le match qu'on a fait, et paradoxalement on l'a vu à Vannes où
je pense que les joueurs n'avaient pas peur de Vannes et Vannes, qui est une très belle équipe, nous a mis la plus grosse branlée depuis le début de la saison. Donc voilà, ce top 14 il est tellement difficile qu'on peut pas lâcher à n'importe quel moment, parce que on va se retrouver très rapidement au fond. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui on continue à vivre caché, on vit tranquillement, même si vous me parlez de la 6e place. On a quand même des objectifs qui sont ambitieux d'être dans le top 8. Après, on verra qu'est-ce qui se passera et même si le calendrier, me semble-t-il, peut être favorable, mais on verra tranquillement ce qui se passera. Il reste 6 journées, Johan, dans ce top 14. Bon, alors ça va s'étaler là jusqu'à fin mai, début juin. Mais quand même, le pari, Johan Codulot, le pari qu'a tenté Moed Altrad et tout le club, il est en train de fonctionner quand même. Oui, il reste 6 journées. Il y a aussi une challenge des ce week-end à voir comment on va se comporter. Contre Gloucester, c'est ça. Donc voilà, je pense que on fera les conclusions à la fin de la saison. Je suis pas encore tranquille. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller. Après, c'est sûr que j'ai la sensation que mon staff travaille bien. On essaie de mettre des choses en place. Bernard nous aide beaucoup dans cette application. Bernard Laporte. Oui, Bernard Laporte, pardon. Et donc voilà. Après, on a des joueurs de qualité aussi. Faut pas l'oublier. Après, derrière, on verra ce qui se passe. Et je veux pas faire de conclusion hâtive. Aujourd'hui. On est tellement passé par des moments, après ce second bloc au mois de fin janvier, on était bien, tout le monde parlait de nous, et au bout de 3 matchs avec la réception de Toulon et aller à Vannes et gagner difficilement contre Castres, on a été au fond du fait-tout. Donc je préfère pas parler maintenant. On parlera dans 6 journées, comme tu l'as dit, et en espérant que ça soit positif cette saison. L'objectif du challenge alors, c'est de voir un peu des jeunes, de clairement s'y imposer. Quelle est la volonté? On a compris des joueurs, mais non, pas de. Ouais, non, les joueurs ils veulent gagner la challenge, donc. D'accord. Je reviens pas la semaine prochaine si on perd contre Gloucester, mais en tout cas voilà, ils veulent gagner, en sachant qu'on reçoit le 8e. Si on se qualifie, on reçoit le quart, et si on se qualifie, on reçoit la demi. Donc voilà. Donc bien sûr, recevoir c'est toujours agréable. Avec une nouvelle pelouse. Avec une très belle pelouse. Donc recevoir c'est toujours intéressant. Donc voilà, on va jouer le coup à fond. En tout cas, c'est l'objectif des joueurs, et nous le staff on suit par rapport à ça, parce qu'on a envie de vivre des bons moments avec eux. Et par rapport à ton groupe, t'as pas peur par rapport à aller chercher cette 6e place, t'as pas peur de laisser des plumes sur ce challenge? C'est juste une question anodine, hein, c'est pas. Ouais, non, mais c'est l'inconvénient qu'on peut avoir. Après, je crois au fait d'enchaîner des matchs et d'essayer d'enchaîner des victoires pour justement avoir un momentum positif. Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'ai poussé, en tout cas mis en place des choses pour que justement on puisse pouvoir enchaîner des matchs. On a 12 matchs affilés, donc depuis le match de Pau, 12 matchs affilés jusqu'au dernier match contre Clermont à la maison. Donc voilà, j'espère en tout cas que, on va dire, cet enchaînement de matchs nous permettra d'avoir une dynamique positive et de pouvoir faire des belles choses avec eux, quoi. Ouais, une dernière petite question quand même, et peut-être que Philippe en aura une, mais en tout cas pour moi, sur la gestion par exemple de joueurs. Toi, tu es un jeune entraîneur, alors avec de l'expérience certes, mais notamment sur la formation, mais quand tu es arrivé, que tu as vu Nipola, que quand même un joueur qui a été marquant pour l'Angleterre ces dernières années, et Stuart Hogg également avec l'Écosse, qui ont été quand même des Lions britanniques et j'en passe. Comment ça s'est fait, ton positionnement là vis-à-vis de ce type de joueurs? Non, mais tu peux le dire, j'ai pas d'expérience, pas beaucoup d'expérience. J'ai entraîné il y a 2 ans. Non, mais enfin, tu sors pas du coin de la rue quand même. Oui, non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est sûr que parler à ces joueurs-là, c'est un positionnement particulier, surtout qu'on a mis en place des rendez-vous individuels en essayant de leur mettre en place des objectifs. J'ai essayé de travailler comme je le faisais au centre de formation, et c'est vrai que les joueurs adhèrent un petit peu à ces projets aussi individuels pour le collectif.
mais c'est des joueurs qui sont géniaux dans le projet, qui sont capables d'entendre les choses quand ils jouent pas, qui sont capables d'entendre quand ils sont pas bons. Les grands joueurs, souvent, c'est des mecs qui arrivent à se remettre en question et qui aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec eux et c'est des joueurs qui me permettent justement de faire avancer mon projet, donc c'est génial, quoi. Ouais, et effectivement, avec le choix aussi de Stuart Hogg à l'ouverture, ça c'était un pari quand même. Ouais, c'était un pari, ça faisait un moment qu'on en discutait, il manquait un petit peu de joueurs d'expérience sur ce poste-là, et c'est vrai que Stuart, très rapidement, quand on lui a émis l'idée avec Benoît Paillot et Bernard, a de suite validé la chose. C'est vrai que il manque encore peut-être un petit peu de vitesse par rapport à son âge sur le poste de 15, à tenir 80 minutes. C'est vrai que sur le poste de 10, on voit beaucoup plus ses qualités athlétiques, et il peut finir des matchs et marquer, comme on l'a vu contre Pau à la maison, un essai de quasiment 60 mètres, parce que il a beaucoup moins de courses sur le poste de 10, et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive vraiment bien à nous gérer les matchs par rapport à la stratégie qu'on lui propose. Donc non, c'est sûr que son repositionnement est intéressant, et on va continuer, et j'espère qu'il va amener des prix comme Hugo Reus, Thomas Vincent ou Domingo Miotti à s'améliorer, quoi. Philippe, peut-être le mot de la fin pour la petite question ou autre. Philippe Spanghero avec Johan Codulo. Non, rien de spécial. Simplement, oui, repréciser que c'est vrai que ça a été un pari réussi sur les recrutements de joueurs dont on vient de parler, parce que d'abord, je pense qu'ils se sont complètement investis dans le projet, ils le montrent, et Johan et son staff peuvent s'appuyer sur eux. Et puis surtout dans le projet de formation du club, puisqu'on en parlait avant sur le débat, et on sait à quel point ça devient important avec l'enjeu des GIFs. C'est aussi des joueurs peut-être qui peuvent faire grandir plus vite la formation locale. Et Johan, je pense, le sait en tant qu'ancien dirigeant du centre de formation. Je sais pas s'il leur attribue un rôle particulier pour cornaquer justement les jeunes qui montent régulièrement. Johan, tiens, j'ai encore une question, pardon. Voilà, ça peut, je te promets, on arrêtera avant minuit. Mais juste quand même, Bernard Laporte, et tu en parlais, il est dans l'encadrement, il est avec vous. Il n'y a jamais eu pour l'instant de coup de gueule de Bernard depuis le début de saison? Si, il a été après une ou deux défaites, il a été capable mais jamais avant moi, jamais, voilà, il a un respect par rapport à ça qui est super pour moi. C'est-à-dire qu'il m'amène un petit peu, quand il me facilite les choses, il m'épaule, et derrière, de temps en temps, souvent je peux lui demander, et souvent lui il me demande, et il le fait. Après, c'est sûr que on les connaît, ces coups de gueule. Je pense que c'est un entraîneur qui a énormément d'expérience, des plus grands en France, donc avoir un mec à côté de moi, de cette qualité, de ce calibre, c'est hyper intéressant. Mais oui, il y a eu des fois les murs qui ont tremblé, et ça a été quand même intéressant par rapport à mon management. Ça a permis de me mettre au dur un peu plus facilement, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un mec de cette qualité à côté de moi, quoi. Ouais, Bernard qui moi me disait en début de saison que il se retrouvait beaucoup en toi, enfin il se revoyait beaucoup jeune entraîneur quand il avait commencé, et en te voyant à l'œuvre. Voilà, donc ça prouve que tu es quand même bien passionné et que tu dois y passer pas mal de temps. Oui, je crois comme lui. C'est vrai qu'on est deux passionnés, donc c'est pour ça qu'on serait pas bien aujourd'hui. Bon, mais c'est super en tout cas. Bravo pour ce week-end, ce renversement que vous avez vraiment obtenu. C'était un des grands moments du week-end, et peut-être de votre saison. Voilà, il reste encore 6 journées. En tout cas, Montpellier est accroché à la 8e place après cette victoire 38-32 face au Stade Français. Merci Johan Codulo d'avoir été avec nous, entraîneur de Montpellier. Merci. À très bientôt, et bon challenge. Donc réception de Gloucester ce week-end. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va continuer bien sûr cette émission Les Vraies Voix du Rugby avec tout le monde, toute l'équipe Sud Radio qui est là, bien sûr. Johan, Philippe, Quentin, les Quentins, et puis vous au 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, Les Vraies Voix du Rugby, l'émission du lundi où on parle de rugby en prenant du temps, en prenant le recul. Un jour après le week-end, Johan Huget, Philippe Spanghero sont là, bien sûr.
Et vous, je le disais, au 0826 300 300. Avec nous ce soir, le grand témoin de notre émission, c'est Abdel Benazi, qui est la vice-président de la fédération, ancien capitaine du 15 de France. On se rappelle du Grand Chelem 97. Voilà, on se rappelle aussi de cet essai. Tiens, c'était Philippe David qui m'en parlait, de cet essai d'Afrique du Sud, de Durban, là, qui aurait pu être marqué à quelques centimètres, en tout cas. J'avais un problème, François. Je me dis, un essai en demi-finale. Ouais. Enfin bon, bref. En tout cas, on est ravis d'accueillir Abdel, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir, président. Bonsoir François, bonsoir à tout le monde. Et ouais, président, parce que désormais tu es président depuis le 26 mars du comité des 6 nations. Félicitations. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un honneur, surtout avoir la confiance des pays du Nord. Sur le travail accompli de la Fédération française de rugby, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et maintenant le plus dur commence. Il faudra continuer à gérer ce tournoi qui est un des plus anciens tournois au monde et c'est un privilège de présider cette commission et ce conseil. Et bien sûr, le travail sera collectif comme d'habitude pour parler de la même voix, ce qui est des fois par culture un peu difficile, mais vous savez, c'est des gens qu'il faut côtoyer, qu'il faut connaître et quand vous avez leur respect, c'est déjà un bon point. Oui, et tu l'as bien sûr en tant que dirigeant aujourd'hui, mais aussi en tant que grand joueur du 15 de France. On rappelle 78 sélections et dans les années de 90 à 2001. Tu as été battu en novembre pour la présidence de World Rugby. Est-ce que tu vis cette élection, cette nomination au comité des 6 nations comme une revanche ou une compensation ? Non, pas du tout. Je crois que c'est modestement, encore une fois, hein, tout ça, c'était pas prémédité avant. C'est à force d'avoir cette proximité. Je pense que sans renier le passé, c'est sûr que c'est des gens d'une culture différente, mais je crois que la Fédération française de rugby, avec le travail qu'elle a accompli depuis plusieurs années maintenant, c'est pas que depuis cette gouvernance, et puis le standing qui est le nôtre, c'est une fédération qui est forte, qui est économiquement forte avec les Anglais. On gère à ces deux fédérations 80% de l'économie du rugby mondial, et il fallait absolument peser à l'international parce que notre modèle il est viable, il est envié des fois, mais il fallait le faire connaître. Et puis pour le faire connaître, il faut se faire comprendre, il faut travailler avec ces gens, et modestement, il faut aller à ces commissions, il faut travailler, les inviter, faire montrer notre modèle, partager aussi nos convictions. On fait un travail remarquable avec la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby depuis des années. Et le fait de le faire connaître, et ils sont parfois admiratifs. Des fois, quand ils ont des incertitudes, on s'accroche, on leur montre que des choses sont viables et petit à petit, voilà, on est à côté d'eux et puis on laisse pas la place vide, c'est tout. Hein. Par nature, on a toujours eu des postes par le passé de haut standing, mais vous savez, le rugby, ça se gère aussi sur des groupes de travail, sur des commissions. L'exécutif de World Rugby ou de 6 nations, il rapporte ou il valide que des travaux de ces commissions-là, et il fallait être présent. Aujourd'hui, on peut être fier, c'est pas gagné, c'est un combat de tous les jours. Mais encore une fois, cette proximité, ce lobbying, ce travail en commun, cette compréhension des uns et des autres fait que à un moment donné, on a le respect, et puis après, on vous fait confiance, et cette nomination en tant que président du Conseil des 6 nations, c'est venu par la volonté de ces pays-là, qui, à force de travailler avec eux, ils ont voulu que je sois ce président qui puisse unir ces pays des 6 nations pour qu'on puisse parler de la même voix. C'est pas facile, parce qu'il y a des intérêts des uns et des autres, et on a beaucoup de chantiers encore à faire ensemble, mais encore une fois, voilà, on est présent avec d'autres membres de la Fédération française de rugby et aussi de la Ligue nationale dans ces commissions-là, et le travail continue. Philippe Spanghero avec Abdel Benazi, qui est notre invité, président du comité des 6 nations. Ouais, bonsoir Abdel. Écoute, déjà bravo pour ta nomination, bonsoir, parce que comme tu dis, c'est important pour le rugby français de reprendre ce type de position, même peut-être de les prendre, parce que de mémoire, je crois que c'est la première fois qu'un Français va prendre la tête du 6 nations. Non, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était Jackie Laurence à l'époque d'Albert. Ah oui, il y a eu Jackie Laurence, exact, c'est vrai. Les 5 nations, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'économie du 6 nations, elle s'est structurée. C'est le poumon économique du rugby mondial en dehors des Coupes du Monde. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, d'un point de vue du regard des autres grandes nations du monde, la nomination d'un Français par rapport à ce qui est un des enjeux les plus stratégiques de tous les grands pays?
Alors, dans l'élimination d'un Français, bien sûr, c'est une fierté pour nous, mais je ne parle pas de ce principe-là. Je parle du principe que je suis un des membres de cette commission, de ce conseil. On travaille ensemble. Il n'y a pas de nationalité qui prime sur les autres. C'est juste des idées à partager avec les uns et les autres. Tu as rappelé que le tournoi, c'est un des plus grands tournois. C'est sûr, c'est aussi une institution qui peut aussi contrer des fois ou proposer des choses à World Rugby. L'inconvénient, c'est que des fois, ce conseil ne parlait pas la même langue, n'avait pas une certaine unité pour qu'on puisse peser aussi sur certaines règles du jeu, sur l'évolution du jeu, sur l'économie du jeu, sur le pouvoir qui est le sien en termes économiques. C'est vrai que le tournoi, c'est le tournoi le plus ancien, c'est le tournoi qui génère le plus d'argent, c'est le tournoi qui génère le plus d'argent annuellement. C'est pas comme une Coupe du Monde gérée par World Rugby tous les 4 ans. Sachant que World Rugby gère beaucoup de compétitions, mais il n'y a que la Coupe du Monde qui génère de l'argent. Donc c'est aussi ça. Donc il faut qu'on puisse travailler en proximité. S'il y a des règles à faire évoluer, il faut qu'on soit en concertation avec World Rugby. C'est que faut pas que ce soit deux institutions séparées. Il faut que ce soit 2 institutions qui travaillent côte à côte pour qu'on puisse faire évoluer ce sport qui nous est cher, mais qui est fragile. Croyez-moi, les nations du Nord, beaucoup sont en souffrance. Même la Fédération française, elle a un déficit de gestion à faire par rapport aux problèmes financiers. Les Gallois sont au bord du gouffre, les Écossais au bord du gouffre, les Irlandais ont perdu 9 millions d'euros. Donc tout ça, c'est parce que chacun jouait sa carte personnelle. Et comme tu le sais, le fait d'être utilisé cette ancienneté de ce tournoi, ce pouvoir économique, si on travaille ensemble, on peut faire évoluer ce sport. Il est temps de le faire parce que il y a une fragilité dans le système. C'est pas un sport global, mais le tournoi 6 nations, c'est une institution qui peut aussi peser sur ce plan-là. Yoann Huget avec Abdel Benazi. Oui, salut Abdel. Félicitations. Merci beaucoup, Yoann. Je vois que tes entraînements ont fait leur... Vous avez tous les deux joué à Agen, quand même. Ouais. ont porté leurs fruits, tes entraînements de dur labeur. Mais là, on a vu que les Anglais étaient en pleine négo pour les droits télé. Tu interviens sur des dossiers en cours ou pas encore ? On est une bonne équipe. Les droits télévision, d'abord, il faut que vous sachiez, pour les auditeurs aussi, il y a le tournoi de 6 nations, il y a 2 entités. Il y a une entité qui s'appelle la 6 nations SARL, c'est la société commerciale qui gère les droits commerciaux. Donc ça, c'est un board. Je suis membre avec Jérémy Lechat, qui est le directeur général de la Fédération française de rugby. Et donc cette entité gère la partie commerciale. Par contre, les 6 nations, le conseil, il gère le règlement, il gère les compétitions, filles, les moins de 20 ans, et bien sûr le grand tournoi de 6 nations qu'on connaît. Donc ça, c'est des choses. Donc la partie commerciale, elle appartient au board dont je suis membre, mais qui est présidé par un salarié un Irlandais qui s'appelle Ronan, et qui travaille en proximité avec nous, bien sûr. Ça veut dire quand même qu'en Angleterre, les droits, je crois, il y a eu un statu quo des droits avec ITV et BBC pour un montant. Philippe, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'il est à peu près ISO par rapport à ce qui s'est fait sur le mandat précédent. Quelle est la tendance en France, Abdel, et quand le verdict sera donné? Est-ce que France Télévisions va garder ses droits? Écoutez, on est en pleine négociation. Vous savez que la fin des droits de France Télévisions, c'est cette année. Donc l'année prochaine, on saura, à la fin de cette année, on saura qui remportera ce marché. Bien sûr, TF1 revient très fort, qui veulent aussi récupérer. Le France Télévisions, avec toutes les audiences impressionnantes qu'on a pu avoir, qui sont les meilleures en Europe. En France, les compétitions françaises ont été exceptionnelles. Et donc, c'est quelque chose on se réjouit de cette situation. Donc, c'est quelque chose que la société de ces 6 nations va pouvoir négocier pour les bénéfices des clubs. Et dans cette optique-là, sachant qu'il y a ce qu'on appelle le revenu cher, quelque chose qui a été signé auparavant par l'ancienne gouvernance, où la France, il faut qu'elle trouve son standing. Elle est pour le moment perdante, puisque on génère 26% des droits commerciaux, mais on reçoit que 16%. C'est les Anglais qui sont leaders là-dessus. Donc ça, depuis l'arrivée de CVC, on va parler un peu technique ou financier. Le fonds d'investissement, qui est arrivé, qui a acheté, qui a fait un peu comme le foot, qui a donné 400 millions d'euros au tournoi de 6 nations, mais il récupère à vie 13%.
Ça, c'est quelque chose qui a pénalisé l'équipe de France, qui a pénalisé la Fédération française de rugby, parce que c'est des contrats qui sont signés pour à vie, c'est pas pour un cycle. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait de présider le Conseil, de pouvoir dire à tous ses membres, de tous ces pays que la France apporte plus, on est en train de négocier avec eux pour qu'on trouve une certaine équité. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial, parce que les droits télévision français sont de plus en plus hauts, on est les meilleurs en Europe, et donc dans cette configuration des prochains droits, TF1 en France Télévisions vont pouvoir un peu donner le meilleur demain pour que cette société de destination puisse générer le maximum de fonds qui vont pour ces pays membres. Philippe, peut-être sur ce point, Philippe Spanghero. Non, mais sur ce point, Abdel a tout dit. De toute façon, les grands enjeux, on les connaît. Je l'ai dit il y a pas longtemps sur une chronique, là, quand on parlait des droits télé. C'est vrai que les gens ont peut-être du mal à saisir ce sujet-là. C'est-à-dire que l'ayant droit, celui qui commercialise les droits, c'est la société commerciale qui le répartit à parts égales des fédérations qui en sont actionnaires avec CVC. Donc, il y a 7 actionnaires aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut que la Fédération française de rugby arrive à rééquilibrer un peu les choses pour qu'elle soit payée à la hauteur de ce qu'elle génère. Aujourd'hui, on le voit. Toutes les grandes nations du monde veulent affronter la France parce que ça fait vendre. Les Blacks nous ont proposé d'aller les affronter aux États-Unis. Les Lions britanniques proposent de venir jouer en France. Toutes les grandes marques qui font vendre, elles se tournent plus qu'avant vers l'équipe de France. Donc ça veut dire qu'on fait vendre et ça veut dire qu'on est un socle à l'économie du 6 nations et qu'il faut qu'on en récupère des fruits plus importants. Oui, effectivement, faut pas qu'on soit lésé. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment un combat de tous les jours, parce que comme je disais, c'est un contrat qui est signé pas pour un cycle de 4 ans, c'est un contrat qui est signé à vie. Et pour qu'on puisse un petit peu avoir cette augmentation de pourcentage, il fallait arriver à générer beaucoup plus d'argent de ce que le chiffre d'affaires des destinations présente. Et c'est pour ça qu'il faut une adhésion des pays, il faut qu'il y ait une compréhension de chaque pays de destination. C'est ce qu'on est en train de faire avec la gouvernance de la Fédération française de rugby, pour qu'on puisse présenter les chiffres d'une façon équitable et qu'on puisse être, je dirais, côté français, être rétribué comme il le doit par rapport à ce qu'on apporte. Quentin Cabanis avec Abdel Benazi. Bonsoir Président. Alors moi j'ai une question sur la différence de traitement entre par exemple l'équipe de France et l'Irlande, avec l'exemple par exemple de Romain Ntamak qui avait pas pu compter sur le match du top 14 pour purger sa peine, alors que Gary Ringrose lui avait pu compter sur le match entre le Leinster et Cardiff pour revenir plus tôt dans le tournoi à destination. Est-ce que ce genre de différence avec votre gouvernance va changer ou pas? Alors, vous avez bien fait d'évoquer ce point-là. Il faut savoir que pour les auditeurs, cette commission indépendante des tournois de destination, c'est une commission de World Rugby qui puisse donner son verdict sur les sanctions, qui est, on a essayé de comprendre le pourquoi, le comment, sans mettre de pression quoi que ce soit, parce que quand on leur a dit, regardez l'exactitude de ces décisions par rapport à Ntamak et le joueur irlandais, c'est quand même inconcevable. Et du coup, on veut pas lâcher le morceau, on veut comprendre le pourquoi. Donc on est allé jusqu'au comprendre qui c'est qui siège dans ces commissions indépendantes, je le répète, qui sont pas du destination, ils sont du de World Rugby. Et donc, on va pouvoir dans l'avenir présenter des membres dans cette commission qui sont aussi français, qui puissent aussi siéger dans cette commission indépendante, pour qu'on puisse faire évoluer avec des datas, avec des statistiques bien définies, pas sur une décision comme ça. Donc c'est pas parfait partout, mais le fait de vivre des petites injustices comme ça génère des incompréhensions, et au jour d'aujourd'hui, on veut aller au fond, comprendre le pourquoi, le comment. Donc au jour d'aujourd'hui, cette commission, on va faire une demande de ses membres, on va présenter des membres pour qu'ils puissent siéger dans cette commission-là, pour qu'on puisse, avec des principes qu'on disait, les datas et autres. Et donc ça, c'est quelque chose, et sachant que ce cas ne se présentera plus l'année prochaine, puisque c'est la garantie qu'on a eue suite à ce problème-là, cette incompréhension-là, parce que déjà le tournoi de 6 nations l'année prochaine, il va être rétréci d'une date, puisqu'on va attaquer l'année de la Nations Cup, et donc il n'y aura pas ce problème qui va se poser de sanctions avec des matchs qui vont jouer avec le championnat et autres. Voilà, donc on a retenu la leçon. Au jour d'aujourd'hui, on ne subit plus malgré cette injustice, parce que gentiment, je dirais, d'une façon bien sûr beaucoup plus diplomate, même si on est un peu latin, on est des fois un peu en colère avec ça, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner avec ces gens-là. Il faut juste présenter les tenants, les abolitions, les statistiques, les datas, pour qu'ils puissent aller plus loin dans cette décision qui se fera. World Rugby ou Six Nations, c'est pas deux institutions parfaites, mais l'apport des fédérations, toute cette proximité des choses qu'on comprenne pas des fois, etc. Aller au fond des discussions
peut générer une certaine compréhension et une certaine évolution des choses. C'est là où ton passage au Saracens, on va dire, pour connaître justement la culture des Anglais et des Anglo-Saxons, sert. Écoutez, ça a joué, je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, mes 3 années en Angleterre, ce que je voulais faire au départ, c'est comprendre ces gens-là. Le rugby nous permet de vivre ça, des aventures humaines extraordinaires et des aventures aussi avec d'autres cultures. C'est ce que je voulais faire à mon époque et je le regrette pas du tout. Voilà, le jour d'aujourd'hui, le Saracens, c'est aussi mon club comme celui d'Agen où j'ai passé presque 12 ans. Et il n'y a pas, on joue le même sport, c'est un langage universel. Et il n'y a pas de français ou autre, c'est juste des personnes qui aiment ce sport, qui ont de la passion pour ce sport, qui ont envie de le faire évoluer et de faire avancer les choses et de donner le maximum de spectacles à nos fans et surtout garder surtout ces valeurs qui sont de plus en plus difficiles et puis surtout penser aussi à la santé des joueurs et en modernisant les règles de plus en plus, notamment ce plaquage qui doit être absolument abaissé sous la ceinture dans les ferons les discussions dans la prochaine réunion. Ah oui, ça c'est un point que tu vas défendre, Abdel, c'est important parce que il y a pas mal de divergences sur ce sujet-là. Bah écoutez, quand on a les Anglais qui lui disent parce que la dernière chef of the game, c'est la réunion sur les règlements de jeu qu'on a eu à World Rugby, on a eu notre directeur technique Olivier Lerouvement qui a présenté tout un travail qui a été fait. C'est ça la force du rugby français, c'est qu'on arrive toujours préparé avec des datas, avec des statistiques, et quand on leur présente comme ça, d'une façon bien étudiée, par rapport à une commission qui a été faite ou par rapport à un travail en commun, on adhère certaines nations. Les Anglais aujourd'hui, ils partagent cette idée de baisser le plaquage. D'autres nations arrivent. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à ça. On voit des incidents partout. Il n'y a pas plus qu'une semaine où on a perdu un jeune, le petit Haddad, qui nous a tous touchés et tout ça. Donc voilà, donc on n'est pas insensible à ça. On aime ce jeu-là, mais il faut préserver nos joueurs par une réglementation qui est stricte, surtout protectrice à nos passionnés. Eh ben, on l'espère en tout cas, et on te remercie Abdel Benazi d'avoir été avec nous, désormais président du comité des 6 nations. Bonne soirée Abdel, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio bien sûr, et bon travail, bon tournoi féminin puisque les Françaises ont déjà 2 victoires, elles affronteront le Pays de Galles très bientôt, le 12 à Brive, à Brive. Et voilà, on espère que le stade sera plein comme il l'a été à La Rochelle samedi pour la victoire face à l'Écosse. Merci Abdel, à très bientôt en tout cas sur notre antenne. Dans un instant, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat, pour venir un petit peu disserter avec Johan, avec Philippe. Toujours là. Voilà, bien sûr, toujours là. Fidèle au poste, les vraies voix du rugby, à tout de suite. Johan Huget et Philippe Swanguero sont là, bien sûr, à mes côtés, à vos côtés au 0826 300 300. Et ce soir, on est ravis d'accueillir avec nous Philippe de la Grande Motte. Salut Philippe. Salut les gars. Comment ça va? Supporter de Toulon, bien sûr, mais enfin quand même supporter des équipes méditerranéennes, voilà, d'une manière générale. Mais quand même Toulon, ça a été dur quand même. Toulon avec cette défaite de 2 points à Castres. Il y avait essai ou il n'y avait pas essai alors sur cette dernière décision, Philippe, la passe d'Ivaldi là, bord de touche. En fait, si vous voulez les gars, vous allez me prendre pour un râleur. Vous allez encore dire ouais, les Toulonnais, ils savent pas perdre avec le fair play et tout ça. Sincèrement, moi je critique jamais l'arbitrage et on peut être bon un jour. J'ai arbitré, ça m'est arrivé d'arbitrer des matchs en réserve où on arbitre à tour de rôle, vous voyez, donc c'est compliqué d'arbitrer. Ah ouais. Mais là sur ce match-là, sincèrement, je suis désolé, l'arbitre a pas été bon. Surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement l'arbitre, c'est les assesseurs. Franchement, les juges de touche, je sais pas ce qu'ils faisaient, s'ils faisaient une belote, s'ils faisaient un tarot, s'ils étaient en train de faire une pétanque, si les mecs ils avaient fait l'apéro, s'ils prévoyaient l'apéro. Ou s'ils roupillaient peut-être. C'est très belle intro quand même. C'est très belle intro. Les gars, en fin de première mi-temps, il y a une cravate. Je veux dire, même ma grand-mère l'aurait vu, et elle avait 1 sur 10 à chaque œil, et aucun des arbitres de touche le signale, quoi. Et derrière, le mec nous met un essai de 50 mètres, quoi. Donc, non, difficile défaite à Castres. On avait l'impression d'être arbitré comme dans les années 80, quoi. C'était disco, quoi. Ambiance disco, quoi. Voilà. Bon, quand même, Johan et Philippe. Moi, je critique jamais l'arbitrage. Non, mais bien sûr. Non, mais quand même, cette passe de Mika Ivaldi, là, elle était comment? Il y avait essai ou pas essai? Écoutez, on va se ranger du côté de l'arbitre. Il y a des vidéos, il y a de tout. Donc si à ce niveau-là,
On n'est pas capable de voir qui j'ai dit et bien sûr que ça va très vite, etc. Mais c'est pas question que ça va très vite. Il y a la vidéo. Bien sûr, mais moi j'ai la que sensation. fait le mec dans la vidéo? J'ai la sensation que cet essai à Mayol, il est accordé. Oh non, tu peux me dire ça, c'est trop. On n'est plus à cette époque-là, François. Arrête. Non mais Philippe, tu vas pas lancer un débat sur la vidéo de cet essai sur Ivaldi quand même. Non, mais pour toi, il y a en avant. Donc. Moi, avec ma petite expérience, je me range derrière l'arbitre. D'accord, mais rien. Je suis pas castré, je suis pas toulonnais. Bien sûr. Philippe. Non, mais moi, encore une fois, je te dis, tu peux te rater sur un match. T'es arbitre, tu peux te rater. Là où c'est inquiétant, c'est que le mec à la vidéo, soit il faisait dodo, c'est ça. qui est possible, hein. Mais le mec, à ce moment-là, il faut qu'il prenne un peu de Gurosin avant le match pour se réveiller. Bon, alors. Je peux comprendre. C'était Philippe Bonnour, je crois. Non, mais il est gentil. J'ai rien contre ce gars. Mais non, mais bon, et pour le coup, en plus, il a quand même un peu joué, Philippe Bonnour. Donc, il est assez légitime. Non, mais tu peux être un très bon, avoir été un très bon joueur, et tu peux être une pipe en arbitrage. Comme tu peux être comme tu peux être un super joueur et être un mauvais manager. Moi, et tu peux rater un match, et tu peux être mauvais sur un coup, il n'y a pas de problème. Je vais pas râler, faire le mauvais joueur, le mauvais perdant. Mais là, sur ce coup-là, franchement, on méritait la victoire. Et c'est triste parce que, tu vois, c'est que du rugby, on va dire, on va pas s'énerver, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais ce match-là, d'accord, on joue au stade Pierre Fabre, bon, ok, mais honnêtement, on se serait cru dans les années 80, les gars. Franchement, c'était triste. Philippe Spanghero, réaction. Non, c'est vrai qu'il y a deux actions qui vraiment litigieuses sur la cravate et sur cette action-là. Après, moi, il y a vraiment un truc qui me perturbe, c'est que c'est vrai que là, maintenant, on parle de la vidéo, mais je trouve que depuis la vidéo, on a un vrai problème de soutien des arbitres de touche à l'arbitre de champ. Et ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'avant de parler de la vidéo, il faut redonner une forme de responsabilité importante aux arbitres de touche, parce que il y a plein de décisions qui prennent plus en soutien à l'arbitre de champ. Ils se réfugient derrière la vidéo. Et là, sur ces deux actions, potentiellement, les arbitres de touche peuvent intervenir, et ils le font pas. Ouais. Mais bon, alors, mais à Mayol, il aurait été accepté ou pas, cet essai? Honnêtement, je crois pas. D'accord. Ok. Moi, les gars, je pense. Après, moi, je vais faire comme Johan quand il a introduit le débat. J'ai eu l'impression d'entendre un homme politique. Il a fait écoutez. Il a pas raconté. Il a dit écoutez. À deux doigts de tourner la tête et de remonter la manche. Ouais. Non, mais t'es complètement fou, Philippe, ou quoi? Quentin, tu isoleras l'extrait, s'il te plaît. pour que j'en fasse un gif. Ouais. Il y a peut-être une place à prendre en politique. En tout cas, Philippe, quand même de la grande motte. Voilà, le point positif. Il y a un point de bonus défensif pour ton équipe, l'équipe que tu soutiens, Toulon. Et surtout, il y a quand même aussi, ça prouve pour Pierre Méonier qu'il y a quand même une densité d'effectifs, parce que là, il avait fait quand même un peu tourner. Non, mais sincèrement, les gars, on en rigole, mais ça fait quand même 2 matchs où on se fait avoir depuis le début de la saison, mais vraiment profond. C'est pas très grave, hein. J'espère qu'à la fin, quand on fera les comptes, on n'aura pas les boules plus que ça, tu vois. Après, sincèrement, on a une belle équipe. Mahanounou, il a fait une passe magnifique et il est en pleine bourre. Et je trouve qu'on n'a pas assez souligné son entrée à son âge. C'est quand même énorme ce qu'il fait. Et puis, vous verrez qu'à la fin, on sera peut-être pas mal. Mais bon, après, on va pas refaire le match. Mais honnêtement, pour moi, comme disait Philippe Spanghero, les arbitres de touche, ils ont un rôle à jouer. On se croirait dans des championnats de régional, tu sais, où t'as les arbitres de touche, c'est les joueurs de l'équipe adverse et qui t'entubent de 50 mètres sur chaque touche. Là, les gars, on dirait qu'ils dorment. C'est quand même inquiétant, quoi. Bon, est-ce que après ce match-là, ou le lendemain, t'es allé pêcher pour te calmer un petit peu? Écoutez-moi, les gars. Après ce match-là, j'ai pris une timbale. Et donc hier, j'étais dans le coma. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Tellement que j'étais malheureux. Bon. Et ça restait un beau week-end ensoleillé. Mais voilà, c'était quand même un beau week-end. Apparemment, il n'a pas vu le soleil. Hein. Bon, merci Philippe en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de revenir sur ces matchs avec passion et dans la bonne humeur. Voilà, et bon esprit, même si voilà, on titille un peu les arbitres de touche, les arbitres vidéo, les arbitres du
du centre. Voilà. Merci Johan. Merci beaucoup, messieurs. Merci Philippe Spanghero. Merci Philippe de ta présence. Merci Philippe d'avoir appelé au 0826 300 300 et on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Sud Radio à suivre Jacques Pessy avec Nicole Avril, son invité.